Donc, bienvenue à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir à ce premier webinaire en français de la Société européenne d'endocrinologie. Aujourd'hui, il y a deux grandes premières pour notre société. Il y a ce webinaire en français que nous avons conçu avec la Société tunisienne d'endocrinologie, diabète et métabolisme, la STEDIA, et puis le site internet de la Société européenne qui a été renouvelé. Donc, vous avez la nouvelle édition qui a été lancée aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir et à présider ce webinaire avec le professeur Koussé H, qui est de la faculté de médecine de Sousse et qui est le président de la STEDIAM. Comme vous l'avez compris, ce webinaire sur les nodules thyroïdiens et le cancer de la thyroïde a été conçu avec la STEDIAM. Le déroulé du webinaire est sur votre écran. Vous pourrez poser les questions dans la questions et réponses, la boîte questions et réponses en cours de chacun des exposés. Nous aurons deux exposés et deux cas cliniques. Et pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de ce webinaire, nous allons voir sur la diapositive suivante. Next slide. La Société européenne a un certain nombre d'objectifs. Et parmi les objectifs, on note notamment promouvoir le développement et le partage des progrès en endocrinologie et stimuler les collaborations et l'amélioration des pratiques. Et ce webinaire a vraiment pour but, autour de la communauté des endocrinologues francophones, d'atteindre ces objectifs. La diapositive suivante. La Société européenne, c'est actuellement plus de 5100 membres individuels. Si vous n'en faites pas partie, vous êtes bienvenus et vous pouvez trouver les informations sur le nouveau site internet de la société. Et à côté des membres individuels, diapositive suivante, il y a les sociétés nationales qui sont affiliées à la société européenne et il y a ainsi 50 sociétés nationales dont certaines ont le français en langue principale ou parmi les différentes langues de la société. Et ce webinaire a été conçu avec la société tunisienne, mais nous avons une implication forte de deux autres sociétés. La Société française d'endocrinologie, qui a beaucoup participé à la dissémination de l'information par ces outils de communication. Et puis nous avons l'honneur et la chance d'avoir le président de la Société suisse d'endocrinologie et diabétologie, le professeur Peter Kopp, du CHU vaudois à Lausanne. Le professeur Kopp est un grand spécialiste des maladies de la thyroïde. Il a exercé longtemps sur un poste de professeur à l'université Northwestern à Chicago et il a été président de la Société américaine de thyroïdologie, l'ATA, et il nous fait l'honneur de modérer les cas cliniques de ce webinaire. La diapositive suivante. Non. Donc là, je vais passer la parole au professeur Hack pour la deuxième partie de l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, mes chers collègues, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce premier webinaire commun avec la Société européenne d'endocrinologie, mais également la Société française d'endocrinologie et la Société suisse d'endocrinologie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos collègues, bien sûr de la Tunisie, mais également de tous les pays francophones qui se sont inscrits, notamment nos collègues maghrébins du Maroc, de l'Algérie, du Liban et également de plusieurs autres pays et de collègues francophones des pays européens. Pour cette occasion, je voudrais vraiment remercier le professeur Berthera au nom donc de la STEDIA qui, dès le début de son accession, si on veut dire, à la présidence de la Société européenne, il a pris l'initiative de nous contacter pour dynamiser, pour consolider les liens avec la STEDIA qui se solde aujourd'hui par la réalisation de ce premier webinaire qui porte sur la pathologie thyroïdienne, qui sera rehaussé par d'éminents experts de la Société européenne d'endocrinologie, mais également par la participation de nos jeunes endocrinologues
qui vont présenter les cas cliniques. Donc, je voudrais réitérer mes souhaits donc de bonne réussite de ce webinaire et je vous souhaite donc une bonne soirée avec nous. Donc, Monsieur Bertera, veuillez donc introduire la première conférence. Oui, merci beaucoup, QCH. Donc, je vais introduire la première oratrice, le docteur Béatrice Cochon-Priolet, qui est anatomopathologiste et cytologiste, maître de conférences et praticien hospitalier à l'Université de Paris-Cité. Béatrice Cochon-Priolet est responsable de la pathologie endocrine à l'hôpital Cochin et elle a vraiment une expertise reconnue internationalement dans la pathologie thyroïdienne et en particulier la cytologie thyroïdienne. Elle a participé au développement des classifications internationales de la cytologie des tumeurs de la thyroïde et elle est éditeur en chef de Eurocytologie. Et elle va traiter un sujet qui est en pleine évolution, la place de la cytologie dans l'exploration des nodules thyroïdiens et en particulier essayer d'éclairer l'endocrinologue clinicien sur les progrès récents qui peuvent essayer de réduire les zones d'incertitude qui posent toujours problème dans l'exploration des nodules et l'indication opératoire. Merci beaucoup, Béatrice Cochon-Priolet. On va vous laisser la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir et je suis vraiment ravie de pouvoir présenter finalement un sujet qui est vraiment très cytopathologique à des cliniciens. Et l'intérêt de cette présentation, à mon avis, c'est que ça permet ensuite un dialogue et une meilleure compréhension dans nos résultats qui, c'est vrai, sont parfois un petit peu difficiles à comprendre pour des gens qui ne font pas de la cytopathologie ou de l'anatomopathologie de la thyroïde de façon régulière toute la journée. Alors, la première chose, je voudrais… Béatrice, excusez-moi, vous n'êtes pas en mode présentation. Vous pouvez juste vous mettre en mode présentation. Oui, mais voilà, j'ai essayé. Voilà. Ça marche maintenant, ça ne marchait pas tout à l'heure. Merci. Voilà, c'est bon, je crois. Alors, le contexte actuel de pourquoi il y a eu un nouveau Bethesda en 2023 alors que le dernier datait de 2017 et n'était donc pas si vieux que ça, c'est parce que entre 2016 et 2022, il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à une révolution dans le monde de la thyroïde, avec, si on regarde très rapidement, l'apparition d'une nouvelle entité qui s'appelle le NIFT-P, on y reviendra, avec des radiologues européens qui ont élaboré une terminologie et une classification des nodules thyroïdiens en ultrasonographie, avec une nouvelle classification OMS qui est parue en 2022 avec l'originalité d'être une classification histomoléculaire et par conséquence pas mal de publications et de modifications aussi dans la prise en charge des patients pour les traitements et la prise en charge de ces nodules thyroïdiens. Il est donc paru évident qu'il fallait aussi que le Bethesda, c'est-à-dire la cytopathologie qui se situe un peu en amont des décisions chirurgicales ou non chirurgicales, soit revue à la lumière de toutes ces nouvelles notions. Et c'est donc Sayed Ali, le professeur Sayed Ali du Johns Hopkins, qui a lancé cette initiative et qui a lancé une initiative qui a le mérite d'être à la fois non seulement américaine, mais également européenne. Et il a lancé cette initiative en 2022 pour une publication en 2023. Alors, ce Bethesda, c'est un livre que je vous montrerai. Et ce livre, évidemment, il s'adresse aux pathologistes. Et je vais juste vous montrer une seule diapositive. Qu'est-ce que c'est pour les pathologistes? Pour les pathologistes, c'est des belles images de cytologie, des beaux exemples, des belles définitions, des explications extrêmement détaillées. Et puis, comme vous le voyez ici, par exemple, pour le néoplasme folliculaire oncocytaire, une description vraiment précise de tous les critères cytologiques qui sont obligatoires pour faire des diagnostics. Donc, c'est un livre qui, pour les cytopathologistes, est absolument essentiel, qu'on doit lire, qu'on doit comprendre, qu'on doit appliquer, et puis qui va rassurer le clinicien, possiblement sur la validité et la justesse des diagnostics que l'on peut proposer.
Mais ce livre, il a été fait largement aussi pour les cliniciens. Et si on lit le premier chapitre qui s'appelle, qui a été écrit par Zuber Baloch et qui est un pathologiste, par David Cooper, qui est un endocrinologue, Monsieur Schlumberger, qui est un radiologue, et par médecine nucléaire, et par Eric Alexander, qui avait fait des guidelines aux États-Unis. Il y a ce chapitre qui explique réellement les raisons pour lesquelles ce Bethesda a été fait. Et il a été fait pour ces 4 raisons qui sont mentionnées ici, qu'on va décliner rapidement, qui sont d'une part qu'il faut simplifier la terminologie, parce que si elle est plus simple, on se comprend mieux. La deuxième raison, c'est de proposer une meilleure évaluation du risque de malignité, ce qui est quand même un message extrêmement important. D'être en phase avec l'OMS 2022 pour pas qu'il y ait de discordance quand on essaye de voir ce qu'on a vu en cytologie, ce que l'on voit en histologie, et ensuite inclure toutes ces données pour une meilleure prise en charge des patients. Donc c'est un livre qui est clairement tourné aussi en partie vers les cliniciens. Donc la terminologie, la nouvelle, c'est ça. Et je vous passe tout de suite la version française qui a été validée par la Société française de cytologie clinique pour ce qui est des termes français, parce que quand quelque chose est écrit en anglais, le problème, c'est d'avoir la bonne traduction. Et j'ai mis en gras les catégories pour lesquelles quelque chose a changé en termes de terminologie. En fait, c'est pas tant qu'elles ont changé, c'est qu'avant, il y avait 2 termes possibles, et que pour simplifier les choses, on a choisi de n'utiliser qu'un terme. Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose, ce qui fait que maintenant, c'est non diagnostic. Bénin reste bénin. Les atypies de signification indéterminée étaient aussi avant appelées lésions folliculaires de signification indéterminée, donc ce terme disparaît. Néoplasme folliculaire, on dit néoplasme folliculaire, et non plus, comme c'était proposé en 2009 et en 2017, suspect pour un néoplasme folliculaire, et pour éviter toute confusion avec la catégorie suivante qui est suspect de malignité. Voilà, donc les termes officiels, c'est ça, 6 catégories, ça n'a rien changé a priori. Ces 6 catégories sont liées à un risque de malignité et à des indications de prise en charge qu'on verra un petit peu ultérieurement. Un petit point de détail, entre guillemets, qui est à mon avis extrêmement important. Là, on vous a parlé de catégorie, mais bien entendu, on ne fait pas un diagnostic de catégorie pour les patients. Pour les patients, les seules catégories qui correspondent à une lésion ou à un diagnostic, c'est non diagnostic, parce que clairement, on n'a pas de cellules, donc on ne peut pas faire de diagnostic. Les atypies de signification indéterminée, c'est une entité en soi, et le néoplasme folliculaire avec son variant de type oncocytaire. Mais quand on vous dit bénin, suspect de malignité ou malin, très honnêtement, on n'a pas fait de diagnostic. Donc ça ne suffit absolument pas. Et il faut absolument, quand on dit que le patient a un nodule qui rentre dans cette catégorie, 2 ou 5 ou 6, il est clair que le diagnostic plus précis doit être donné par votre pathologiste. Le bénin doit vous dire si c'est un nodule vésiculaire banal ou hyperplasique ou colloïde, si c'est un adénome, si c'est une thyroïdite, et oui, si laquelle. Et si on vous répond suspect ou malin, on doit vous dire de quoi. Et bien entendu, le carcinome papillaire représente 80% de tous les cancers, mais tous ces cancers-là peuvent aussi être diagnostiqués, à l'exception des carcinomes vésiculaires et oncocytaires, qu'on ne peut pas diagnostiquer vraiment en cyto et qui rentrent dans la catégorie des néoplasmes. Donc, on va regarder maintenant quel était le deuxième point pour les cliniciens. Et le deuxième point, c'était de proposer une meilleure évaluation du risque de malignité par catégorie. Alors, c'est très difficile à calculer. Et ça explique pourquoi on a un pourcentage qui est, on va dire, une moyenne générale, et pourquoi on a, entre parenthèses, des chiffres qui sont un peu les 2 bornes extrêmes, inférieures et supérieures, du pourcentage de malignité qu'on peut rencontrer dans les différentes catégories.
pourcentages que l'on a en 2023 sont un peu différents de ceux que l'on avait en 2017, mais ce n'est pas fondamentalement différent. Les difficultés de calcul sont liées au fait que, normalement, on considère toujours que le gold standard, c'est l'histologie. Le problème, c'est que tous les patients ne sont pas opérés, donc on ne peut pas avoir un gold standard tout à fait parfait. Et il y a une surestimation du risque de malignité dans les catégories, en particulier non diagnostic bénin et ASI, tout simplement parce que seuls les patients qui ont des aspects radiologiques et des nodules radiologiquement plus suspects seront opérés, et ceux qui ont des nodules taille RADS3, par exemple, probablement, dans un grand nombre de cas, ne seront pas opérés. Donc, il y a une surestimation du risque, il faut le savoir, d'où l'idée d'avoir des bornes inférieures et supérieures de malignité. Par ailleurs, on peut avoir aussi une sous-estimation si on calcule simplement le nombre de cancers qu'on a en histologie par rapport à un nombre total de cytoponctions. Ce n'est pas un calcul extrêmement précis. Alors donc, pour ce nouveau Bethesda, il a été fait des évaluations plus précises en tenant compte de toutes les différences que l'on peut avoir dans ces pourcentages. La deuxième difficulté, elle vient de ça. Elle vient de cette entité qui s'appelle le NIFT-Pi, qui est donc connue depuis 2016, où vous voyez ici une architecture des microvésicules qui sont bordées par des cellules qui indiscutablement ont des atypies, et pour les gens qui connaissent, c'est des atypies qui évoquent un carcinome papillaire. Le problème, c'est que pour faire le diagnostic de NIFT-Pi, il faut impérativement avoir la capsule du nodule et que cette capsule soit respectée, qu'il n'y ait pas de tumeur de l'autre côté. Donc ça, clairement, vous le savez, en cytologie, on ne l'a pas. Donc, ce diagnostic de NIFT-Pi est un diagnostic qui est difficile et qui également entraîne une modification ou des différences un peu dans les risques de malignité. Alors, ce NIFT-Pi qu'on a un peu de mal à classer, vous le comprenez, il va être souvent dans les catégories intermédiaires d'atypie, de néoplasme ou de suspect de malignité. Et vous voyez que si on considère que le NIFT-Pi n'est pas un cancer, et effectivement, actuellement, on sait que ce n'est pas un cancer, mais une tumeur bénigne, cela diminue d'autant le risque de malignité et modifie le risque de malignité finale. Donc, ce néoplasme aussi a été on a tenu compte de ce NIFT-Pi pour les risques de malignité. Toujours pour les risques de malignité, là, je ne vais pas vous faire ça en détail, il a été décidé de diviser les atypies de signification indéterminée, la catégorie 3, en deux sous-catégories, ASI atypie nucléaire, ASI autre. Je vous épargne les critères sur les cases de droite qui sont vraiment faites pour les pathologistes, mais ici, je vous montre les résultats d'une étude moléculaire avec le test AFIRMA, et qui a clairement montré que lorsque l'on avait des atypies de signification indéterminée autres, le risque de malignité était beaucoup plus faible que si l'on a des atypies de signification indéterminée qui sont cytologiques ou bien cytologiques et architecturales. Et là, évidemment, le risque de malignité est plus important. C'est pour cette raison et pour mieux appréhender le risque pour un patient, ou plutôt une patiente, d'avoir un cancer, que l'on a choisi de diviser les ASI. Vous voyez que les ASI atypies nucléaires ont un risque de malignité plus élevé, indiscutablement, que les ASI autres. Et les ASI autres restent dans la fourchette basse des ASI, alors que les atypies nucléaires rejoignent quelque part les néoplasmes folliculaires en termes de malignité. Mais vous voyez que ça reste quand même très loin du risque de malignité des suspects de malignité. Il est donc toujours légitime de séparer ASI atypie nucléaire et suspect de malignité. Le troisième point que l'on voulait faire pour les cliniciens dans ce Bethesda, c'était d'intégrer les nouvelles entités de l'OMS 2022. Donc, je vous épargne des tumeurs bénignes et je vous parlerai uniquement des carcinomes de haut grade, qui sont les carcinomes différenciés de haut grade, qui sont vraiment l'entité nouvelle
de l'OMS 2022. C'est une entité qui n'est pas extrêmement difficile à comprendre. Ce sont en fait les carcinomes les plus classiques, papillaires, vésiculaires ou oncocytaires, qui ont des images de nécrose tumorale avec des activités mitotiques importantes, c'est-à-dire 5 mitoses ou plus pour 2 mm². Ça n'existait pas du tout avant dans l'OMS 2022. Et maintenant, avec l'OMS 2022 et avec les études moléculaires qui ont été faites pour ces tumeurs, on s'est aperçu que c'était ces cancers bien différenciés, des cancers aussi agressifs ou presque aussi agressifs que le carcinome peu différencié, voire que le carcinome anaplasique. Donc, il a fallu se poser la question de savoir si on pouvait aussi retrouver ces entités en cytologie. Alors, en cytologie, c'est assez difficile. Néanmoins, bon, le peu différencié, on le reconnaît. Par contre, la nécrose tumorale, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à voir, mais dans laquelle maintenant les pathologistes sont sensibilisés et on doit rechercher cette nécrose pour éventuellement signaler qu'un carcinome papillaire en cytologie rentrera peut-être dans le cadre des carcinomes qui sont plus agressifs. Le quatrième point qui est important, à mon sens, pour les cliniciens, c'est qu'il était nécessaire d'inclure toutes les données pour une meilleure prise en charge des patients. Inclure toutes les données, ça veut dire inclure les tests moléculaires, les anomalies moléculaires, et inclure des données cliniques et surtout de l'imagerie, c'est-à-dire l'échographie. Vous voyez que les tests moléculaires ne sont pas recommandés pour la prise en charge dans toutes les catégories. Ils sont recommandés uniquement pour les atypies de signification indéterminée ou pour le néoplasme folliculaire, c'est-à-dire pour les catégories où le risque de malignité est quand même assez faible. Là, toutes les tumeurs ont été reconnues avec leurs altérations moléculaires. On ne va pas les regarder là en détail, mais on voit très bien que pour certains types de tumeurs, on n'a pas les mêmes fusions, pas les mêmes mutations, et qu'il existe quelques mutations qui sont signes des tumeurs qui sont agressives. Ces tests moléculaires, ils permettent de classer comme ce tyrosec V2 ou ce tyrosec V3 qui sont des tests les plus performants moléculaires aujourd'hui pour la thyroïde. Ils permettent de classer des tumeurs qui sont dans ces catégories d'indéterminés, permettent de les reclasser en probablement bénin ou à faible malignité ou à bas risque, et puis vraiment cancer, ou bien vraiment cancer potentiellement agressif. Donc ça, c'est un exemple de test moléculaire qui peut s'appliquer sur les prélèvements cytologiques. Il y a 3 tests aujourd'hui américains qui sont parfaitement validés pour la cytologie, qui sont tout à fait faisables sur matériel de cytoponction, soit sur des milieux liquides, soit sur des prélèvements en passage dédiés. Ces tests ont une valeur prédictive négative extrêmement élevée qui permet un roll-out des tumeurs. Par contre, la disponibilité en Europe est très difficile parce que ce sont des tests qui sont extrêmement chers. Pour terminer, on va terminer juste avec un tout petit mot de clinique pour essayer de rester dans les temps, puisque vous voyez ici ce qui avait été présenté par la SFE au consensus de Nantes en 2022. Il y a le TIRADS avec sa classification en 5 scores qui permet d'avoir une idée du risque de cancer existant pour un nodule donné. Et pour nous, les pathologistes, c'est aussi extrêmement important de savoir quel est le TIRADS d'un nodule, non pas parce que ça modifie d'une manière ou d'une autre notre diagnostic, mais parce que ça nous permet d'être extrêmement attentifs si par exemple on voit une discordance entre un TIRADS 5 et nous une cytologie qui serait bénigne ou le contraire. Donc là maintenant il y a vraiment une prise en charge algorithmique qui repose sur
toutes les spécialités qui s'occupent du nodule thyroïdien, puisque à partir du moment où un nodule, il faut regarder la TSH, la biologie, avoir l'aspect du TIRADS, et en fonction du TIRADS et de la taille du nodule, on va, oui ou non, ponctionner le patient, et s'il est ponctionné en fonction de la catégorie dans laquelle Bethesda il sera classé, il y aura une prise en charge qui sera différente selon tous les résultats. Donc, ce sont vraiment le but de de tous ces algorithmes, c'est au final de ne pas opérer des patients qui ont des nodules bénins ou à très bas risque, de ne pas faire d'intervention trop agressive et d'arriver à sélectionner les nodules qui sont à risque et que vraiment il faudra prendre en charge de façon très, très active. Voilà, pour se souvenir, eh bien, ce système de Bethesda, il est recommandé par l'Académie internationale de cytologie, la Fédération européenne des sociétés de cytologie, donc il est vraiment international. Son risque de malignité a été réévalué pour être utile pour les cliniciens et pour les patients. Il intègre l'imagerie et la biologie moléculaire puisqu'il y a 2 chapitres qui lui sont dédiés. Pour ceux qui sont francophones, il y aura dans une revue de pathologie française qui s'appelle les Annales de pathologie début 2024 des publications in extenso concernant l'OMS 2022, le Bethesda 2023, les tests moléculaires, les algorithmes décisionnels et de la SFE. Et prendre en charge un nodule thyroïdien, c'est aujourd'hui un challenge, à peu près comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024, où on vous espère nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrix, pour cet exposé qui est à la portée des cliniciens, ce qui est vraiment l'objectif, avec des informations précises sur un domaine qui évolue. Donc, les questions peuvent être posées, je le rappelle, dans la boîte Q et R, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à les indiquer. Je pense qu'il y a un message important, Béatrix. À la fin, vous êtes revenu en intégrant l'échographie. Donc, j'ai entendu à un moment le fait que dans votre interprétation, les données de l'échographie étaient importantes, même si bien évidemment, ça ne modifiait pas votre lecture. Et puis, j'ai vu sur la diapositive de l'arbre conduite à tenir que, en fonction du stade TIRADS et de la taille du nodule, il y avait une indication de la cytoponction. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que, notamment, si on ponctionne un nodule qui est de petite taille par rapport à son TIRADS et qui ne devrait pas rentrer dans les indications, c'est là qu'on peut être confronté sur des cytologies indéterminées et qu'on va finalement se poser des questions qu'on ne se serait pas posées si on avait respecté cet arbre-là. Donc, si vous pouviez commenter sur ces 2 aspects-là, de l'intégration des données d'échographie dans votre approche. Oui, je crois que aussi après, il y a d'autres orateurs aussi qui vont peut-être en parler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des recommandations qui, comme vous l'avez dit, qui ont été faites parce que pendant quand même les cytoponctions de thyroïde, ça existe depuis longtemps. Et au début, c'était dès qu'il y avait un nodule thyroïdien, ben, il fallait ponctionner le nodule pour voir si oui ou non il était bénin ou malin. On disait il faut ponctionner les nodules froids, mais c'est à peu près 90% de nodules froids. Donc, il fallait en gros ponctionner tous les nodules. Mais maintenant, on est revenu de ça, on est revenu parce que on s'aperçoit que on va se retrouver parfois dans des situations difficiles avec des diagnostics d'ASI ou de néoplasme folliculaire pour des nodules qui par ailleurs sont radiologiquement, enfin échographiquement pas du tout suspects, qu'on aura du mal à les prendre en charge. On sait aussi que on peut pas ponctionner tous les nodules parce qu'il n'y a pas assez d'échographistes, parce qu'il n'y a pas assez de cytopathologistes. Donc, l'idée, c'est vraiment, on va ponctionner les nodules qui peuvent être potentiellement malins. Et donc, la première chose, le premier élément, c'est vraiment l'aspect échographique. Et c'est vrai qu'un TIRADS 3, ça a un risque de malignité autour de 4%, c'est-à-dire vraiment très, très faible. Donc, on le ponctionne s'il a atteint une certaine taille parce qu'on continue à dire qu'un nodule qui est volumineux est potentiellement davantage malin qu'un nodule qui est petit.
Mais même si c'est pas tout à fait vérifié, et on essaye de sélectionner vraiment les nodules et d'amener à la ponction les nodules qui peuvent potentiellement être suspects ou malins. Et du coup, d'ailleurs, je pense que nos pourcentages nous vont changer parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2-3 ans, on faisait 70% de bénins sur nos ponctions de nodules et 30% d'autres catégories. Et si maintenant, et on commence à voir, alors les chiffres, on les a pas encore sortis parce que c'est pas assez ancien, mais toutes les équipes qui font de la cytothyroïdienne s'aperçoivent qu'on voit de moins en moins de bénins et de plus en plus de suspects, de malins, de néoplasmes, donc de ponctions qui sont anormales parce que justement les nodules sont très bien sélectionnés en amont. D'accord. Donc ça, c'est un progrès important. Donc tout dépend de l'échographie initiale avant que le cytologiste intervienne. Oui, Donc, oui, c'est important. on a une question de Julie Benoît. Bonsoir, en pratique, nous devons donc parler du ROM qui exclut le NIFTP à nos patients. Avec un point d'interrogation. C'est bien ça, point d'interrogation. Oui. Alors, comment dire, le problème du NIFT est intégré dans le Bethesda, dans son risque de malignité, parce qu'on vous met un chiffre inférieur, un chiffre supérieur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on a un nodule, que ce nodule, on vous répond à ici ou qu'on vous répond au néoplasme folliculaire, il y a un risque de malignité. C'est clair que si ce nodule est un Euthyradze 3 ou s'il est un Euthyradze 4, et potentiellement ça correspond souvent à des NIFTP, à ce moment-là, on est dans la fourchette basse du risque de malignité. Donc c'est là où le NIFTP, de toute façon, comme on ne pourra pas vous faire un diagnostic cytologique, parce que comme le nodule vésiculaire bénin, l'adénome, ou comme le carcinome vésiculaire, on a besoin d'avoir une capsule, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir l'histologie pour faire la différence entre bénin et malin, et le NIFTP rentre là-dedans. On vous fait des diagnostics qui sont des diagnostics intermédiaires et la comparaison avec le TIRADS va vous permettre de penser que peut-être ça sera soit plutôt un adénome, voire un NIFTP, c'est-à-dire des tumeurs bénignes ou à très bas risque, et que ce ne soit pas éventuellement un carcinome vésiculaire. Donc, ce risque de malignité, il faut donner à vos patients la moyenne, si je puis dire. Hein. S'ils vous la demandent, par exemple, pour les ASI, il faut leur dire le risque de malignité est à 22%. Voilà, c'est le risque de malignité moyen. Ça inclut toutes les différentes possibilités cliniques. D'accord. Donc, Je ne sais merci. pas si c'était clair. Voilà. Donc, il y a d'autres questions qui sont proposées par nos collègues concernant donc l'expertise concernant la cytologie et donc également le score TIRADS également. Donc, il y a un pourcentage de cytologie non représentative qui sont souvent rencontrés. Combien vous tolérez de cytologie non représentative? Alors, le chiffre qui est officiellement accepté, c'est moins de 12%. 12% est la barre. Voilà. C'est 12%, voilà. Et ça dépend de quoi, cette catégorie? Oui, alors le non-diagnostic, quand on La dit… taille alors, du nodule, peut-être, la taille du nodule? Non, pas forcément. Parce que parfois, il y a des nodules très petits, par exemple les petits carcinomes papillaires, s'ils sont ponctionnés, on va dire à 1 centimètre, puisque normalement en dessous d'1 centimètre, on ne devrait pas plus les ponctionner, on a souvent beaucoup de cellules. Alors, ça peut dépendre de l'emplacement du nodule. Il y a des nodules qui sont postérieurs ou près des vaisseaux, qui sont très externes. Bon, c'est des nodules qui sont difficiles à ponctionner.
Les nodules qui sont kystiques peuvent être difficiles, enfin ça peut être difficile d'obtenir du matériel cellulaire représentatif, même si on explique bien qu'il faut toujours aller ponctionner la zone pleine, la zone solide, mais si elle est peu importante, ce n'est pas forcément évident. Et puis après, il y a la qualité du préleveur. Il y a beaucoup de détails auxquels il faut faire attention pour faire une belle ponction bien cellulaire. Donc, Et également, le score TIRADS, finalement, lorsqu'on a un TIRADS 5, donc une question donc, qui a été oui. proposée, ça vaut la peine toujours de ponctionner ou bien opérer d'emblée? Les recommandations officielles SFE, c'est de ne pas ponctionner un nodule, même TIRADS 5, de moins de 1 cm. D'accord. Alors, c'est recommandé, parce que c'est plus difficile, évidemment, de ponctionner un nodule de 7 ou 8 mm qu'un nodule de 1 cm, clairement. Deuxièmement, parce que même si c'est un carcinome papillaire, parce que c'est quand même ça qui est vraiment suspecté dans ce cas-là, c'est un nodule qui peut attendre un peu, on peut le surveiller et on peut le reponctionner plus tard. Donc, c'est 2 raisons. Après, dans la pratique courante et dans la vraie vie, je sais que beaucoup de collègues radiologues ont beaucoup de mal à résister à ponctionner un nodule de moins de 1 cm et honnêtement, je les comprends. D'abord parce qu'ils savent ponctionner des nodules de 7-8 mm, bon, pas à 5 peut-être, mais 7, 8, 9, bon, on peut y arriver. Et puis parce qu'on a toujours peur de perdre le malade de vue. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un risque quand même à laisser partir un patient avec un potentiel cancer. Voilà, mais Camille me contredira si je ne dis pas bien, mais a priori, on ne ponctionne pas un nodule de moins de 1 cm. Il y a également les nodules avec les nodules toxiques, disons. Même s'ils sont un peu de gros volume ou de TIRADS un peu TIRADS qui dépasse 3, est-ce qu'il ne faudra pas toujours penser à ponctionner avant de traiter par l'iode radioactif? Avant de, pardon, j'ai pas De bien traiter compris. par l'iode radioactif. Ah Les bah, nodules toxiques. oui, en général, ah oui, normalement, avant de traiter, il faut avoir 2 ponctions bénignes. D'accord. Il y a encore beaucoup de questions, mais ce que je propose, c'est pour ne pas prendre trop de retard, on les gardera et on répondra aux participants. On vous les enverra, Béatrice. D'accord, Et avec donc, plaisir. merci beaucoup. Merci, Et, merci. Madame. je laisse Bon, CH voilà, donc on va introduire passer au cas clinique. Oui. Donc, le premier cas clinique qui est proposé par la STEDIAM. Donc, pour cela, nous allons donner la parole à un jeune endocrinologue, Dr Hamdi Frikha, qui vient de l'équipe des services d'endocrinologie de Sfax, qui va parler d'un cas clinique, un cas inhabituel d'hypoplasie thyroïdienne chez un patient atteint d'une hypothyroïdie congénitale due à une mutation de la thyroperoxydase. À vous la parole. Merci, professeur Lach. Donc, bonsoir à toute l'assistance. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Astédien pour m'avoir associé à ce webinaire pour apporter notre cas, donc, qui est le fruit d'une collaboration franco-tunisienne et qui s'agit en fait d'une présentation inhabituelle d'une hypothyroïdie congénitale due à une mutation du gène de la thyroperoxydase. Alors, une petite introduction pour se mettre dans le bain. Il est aujourd'hui établi que l'hypothyroïdie congénitale est l'anomalie congénitale endocrinienne la plus fréquente en pratique clinique, avec une prévalence proche de 1 sur 3000 naissances vivantes. Les étiologies sont dominées essentiellement par la dysgénie thyroïdienne, alors que les troubles de l'hormonosynthèse sont responsables d'à peu près 15% des cas. Parlons un peu physiopathe, ce blocage de synthèse hormonale est responsable d'une hypertrophie thyroïdienne par la surstimulation par la TSH, qui se traduit sur le plan clinique par une forme classiquement goîtreuse. La mutation du gène TPO est le chef de file des hypothyroïdies congénitales par dyshormonogenèse. C'est un trouble à transmission autosomique récessive et comme la plupart des autres anomalies de la synthèse, il s'associe typiquement à la présence d'un goître. Dans ce cadre, on a voulu rapporter le cas de notre patient, qui est un nouveau-né tunisien issu de cousins germains de famille à forte prévalence de consanguinité et aux antécédents de dysthyroïdie auto-immune.
Il est diagnostiqué à l'âge de 10 jours d'une hypothyroïdie congénitale devant la présence de signes d'hypothyroïdie sans syndrome dysmorphique. Le bilan biologique pratiqué avait confirmé effectivement le diagnostic et l'origine périphérique de l'atteinte. Alors, nous avons aussitôt complété par les explorations morphologiques. Premièrement, une échographie cervicale montrant une glande thyroïde en place, légèrement hypotrophique, et puis une scintigraphie au technetium, retrouvant donc la glande thyroïde qui est en place, légèrement hypotrophique et de fixation homogène. L'enquête immunologique pratiquée à quelques mois de vie était revenue négative. Alors, le patient était mis dès la naissance sous substitution hormonale adéquate, avec l'obtention d'une euthyroïdie clinique et biologique tout au long du suivi. Nous avons mis en évidence une surdité de transmission depuis l'enfance qui est d'évolution progressive. Son développement pubertaire était normal, ainsi que sa taille finale, qui était de l'ordre de 1,83 m. Grâce à la substitution précoce, son développement intellectuel était bon et il est actuellement universitaire. Alors, en collaboration avec l'équipe de Necker à Paris, de professeur Pollack, nous avons pu réaliser l'étude génétique à l'âge de 25 ans par séquençage à haut débit sur un panel de 78 gènes impliqués dans l'hypothyroïdie congénitale et ont démontré, et d'une façon inattendue, une anomalie biomoléculaire du gène de la TPO touchant l'exon 8. Cette mutation était rapportée pour la première fois en 2007 au sein d'une famille arabe. Alors, devant ces résultats paradoxaux, phénotypiques et génotypiques, nous avons réévalué morphologiquement la thyroïde par une échographie et ont démontré en effet une thyroïde difficilement individualisable ayant un volume de 1,3 ml, ce qui nous a amené à arrêter le traitement pour une réévaluation anatomique et fonctionnelle de la glande thyroïde. En effet, après défrénation de la TSH pendant 2 mois, une échographie cervicale n'a pas montré d'augmentation significative du volume. Et la fixation de l'iode était faible de l'ordre de 5% de façon inattendue et qui s'annule après injection de perchlorate, suggérant ainsi une anomalie de la captation de l'iode. Alors, cette discordance des résultats isotopiques et biomoléculaires nous a incité à avoir recours à un tour d'exome, cette fois-ci, entier, parallèlement à des cas français du même phénotype, afin de pouvoir établir, bien évidemment, une corrélation phénotype-génotype. Nous avons démontré la présence véritable de la mutation du gène TPO, classiquement impliquée dans les hypothyroïdies congénitales avec GWAT. Alors, voyons quelles sont les données de la littérature concernant ce paradoxe. En fait, il est important de rapporter ces 2 cas français étudiés en parallèle à notre patient ayant quasiment le même phénotype avec toutefois une hypothyroïdie plus sévère et une thyroïde hypoplasique dans un cas et normale dans l'autre. Cette fois, l'étude génétique a mis en évidence une autre mutation hétérozygote double du gène de la TPO. Donc, dans le même sens et de façon paradoxale, on a rapporté, toujours en collaboration avec le professeur Pollack, ce cas très intéressant d'une patiente de notre centre, issue d'une famille consanguine, qui présente donc une hypothyroïdie avec hypoplasie thyroïdienne, qui est due cette fois à une mutation du gène NIS. D'autres cas de mutation impliqués dans les troubles de l'hormonosynthèse avec paradoxalement une hypoplasie de la thyroïde ont été rapportés dans la littérature et ensuite une mutation du gène diox chez un patient américain et aussi de la pandrine chez un patient issu de la Turquie. Ce qui était vraisemblablement anecdotique, c'est que la même mutation S292F, qui est la nôtre, était rapportée antérieurement chez 3 familles tunisiennes du Sud, sans lien de parenté, dans une grande généalogie, avec forte consanguinité, comme vous remarquerez sur les images, avec une hétérogénéité phénotypique intra- et interfamiliale, puisqu'en effet, le goitre était présent dans 65% des cas et une thyroïde en place eutrophique dans 35% des cas, sans pour autant détecter une hypoplasie thyroïdienne, donc chez l'ensemble des 14 patients. Ici, un autre cas du Moyen-Orient hébergeant la même mutation que la nôtre et ayant un goitre diffus, et un autre papier rapportant le cas d'une patiente ayant la même mutation TPO des patients français, sans pour autant développer une hypoplasie thyroïdienne. Ces données rendent ainsi un effet spécifique à la mutation très peu probable. Alors, ceci nous a permis d'émettre plus de réflexions concernant ce paradoxe. Premièrement, l'hypothèse d'indigénisme a été infirmée par le séquençage exome entier, notamment des gènes de la dysgénésie thyroïdienne et du récepteur de la TSH. Deuxièmement, un défect structurel dû à l'absence de la protéine TPO était aussi évoqué, mais il est aujourd'hui établi, grâce aux études embryologiques, que la TPO est exprimée de façon tardive et aurait alors un effet minime sur l'ontogénèse thyroïdienne, rendant cette hypothèse aussi peu plausible. Notre équipe a réalisé également une étude in silico de la protéine TPO mutée, mettant en évidence que la région mutée, ici en rouge, était proche du site catalytique de l'enzyme.
Cette altération structurale pourrait induire une cytotoxicité folliculaire, soit directement, soit médiée par l'immunité. Mais la question qui se pose, pourquoi elle aurait donné tantôt un goitre, tantôt une hypotrophie thyroïdienne au sein de la même famille et dans des familles différentes? Ce qui nous amène finalement à mettre la dernière hypothèse et celle qui nous semble la plus plausible, qui est celle de l'intervention des facteurs épigénétiques et environnementaux, évoqués en fait depuis les années 90 devant la discordance phénotypique des jumeaux monozygotes ayant une dysgénésie thyroïdienne. Ce phénomène, qui se confirme au fil des années, serait responsable d'anomalies de méthylation pouvant moduler l'expression des gènes impliqués dans la différenciation et aussi dans l'hormonosynthèse thyroïdienne. Ces anomalies seraient plus fréquentes chez des sujets carencés en iode et exposés aux perturbateurs endocriniens, aboutissant à une interrelation entre le génomique et le phénomique et induisant un changement d'expression phénotypique au cours du temps, comme ça a été rapporté dans ce très beau papier. Alors, nos résultats sont très originaux, ainsi que ceux de la littérature, rendent probablement illusoire la distinction pragmatique entre dysgénésie et dyshormonogénèse thyroïdienne, et notre hypothèse serait en faveur de la possibilité d'un continuum d'expression phénotypique avec deux facettes finalement de la même entité nosologique sous-jacente. Je tiens à vous remercier enfin de cet exposé. Je salue également tous les membres du groupe d'études et je cède maintenant la parole à professeur Kopp pour modérer la discussion. Merci. Merci beaucoup, Dr. Rika, pour cette très, très belle présentation. Vraiment un cas qui sort du commun. Pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat. Donc, le premier commentaire ou la première question que j'ai pour vous, vous n'avez pas mentionné un modèle très fameux avec une mutation dans la thyroglobuline, qui est le rat RDW, qui a été phénotypé en détail. Et contrairement aux autres modèles de mutation dans la thyroglobuline chez le rat ou chez la souris, qui ont tous des goitres, le RDW rat n'a pas de goitre et une hypoplasie. Donc, émulant au fond ce que vous observez chez votre mutation. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire, ce qu'on a spéculé chez le RDW rat comme explication pour ce phénotype divergent? Merci, professeur Kopp, pour cette très belle remarque. En effet, on l'a également retrouvé en rebroussant la littérature. On l'a omis par contrainte de temps, effectivement, en préférant les modèles humains. Je pense que l'hypothèse émise par les auteurs, c'était plutôt une cytotoxicité qui est due à l'accumulation de la thyroglobuline en anormale, de structure anormale, en intrafolliculaire. Sinon, c'est un très beau modèle également. Oui, je pense vous avez souligné la possibilité d'une altération du méthylome. C'est certainement une possibilité, mais je pense que la cytotoxicité est peut-être aussi une bonne explication. Et ça a aussi été illustré par le cas que vous avez montré dans la mutation dans la pendrine par le groupe allemand de Peter Kühnen à Berlin. Parce que là, il y a aussi une certaine suggestion que la protéine mutée est retenue dans le réticulum endoplasmique et ensuite a un effet toxique et mène à la disparition des thyrocytes. Donc, je pense que c'est une explication alternative qu'on pourrait au fond très joliment tester in vitro en utilisant votre mutation. Maintenant, ce qui est difficile à expliquer, que chez certains patients avec la même mutation, vous avez une normoplasie, voire une hyperplasie, et dans votre famille, une hypoplasie. Donc, est-ce que vous pouvez faire peut-être un commentaire comment on pourrait expliquer cette variabilité? Protéine TPO, on l'a déjà discuté, mais on s'est dit que probablement cette hypothèse n'expliquerait pas pourquoi les autres patients avec la même mutation du gène TPO auraient un phénotype avec goitre ou avec un volume normal de la thyroïde. Donc, comme vous l'avez mentionné, ça reste une hypothèse à tester encore plus, que ce soit en modèle
in vitro ou chez d'autres patients. Oui. Je pense qu'on a probablement une variabilité dans notre capacité de gérer des protéines qui ne sont pas dans un misfolding. Et peut-être ça, c'est une explication. Dans l'intérêt du temps, on va, je pense, arrêter ici et je donne la parole de nouveau au professeur Bertera et qui va introduire notre prochaine intervenante, la professeure Camille Buffet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter Kopp. Donc, l'exposé suivant va être fait par le docteur Camille Buffet. Donc, Camille Buffet est endocrinologue. Elle est chef du service des pathologies thyroïdiennes et tumorales endocrines du CHU Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université. Elle a un poste de maître de conférence des universités et praticien hospitalier. C'est une grande experte des cancers de la thyroïde, à la fois des cancers de bon pronostic, qui va être l'objet de l'exposé, mais aussi des cancers agressifs ou réfractaires au traitement par iode. Donc, Camille Buffet va nous expliquer comment finalement, aujourd'hui, on est de moins en moins agressif dans la prise en charge des cancers thyroïdiens de bon pronostic. Merci Camille. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction, merci pour votre invitation. Donc, en effet, le maître mot dans la prise en charge des cancers de la thyroïde, et en particulier donc des formes de bon pronostic, c'est la désescalade. Et donc, c'est illustré par ce premier graphique qui vient d'une publication américaine et qui vous montre ici l'incidence pour 100 000 habitants des cancers de la thyroïde entre 1935 et 2012. Et vous pouvez voir qu'il y a une augmentation d'incidence alors que la mortalité, elle, reste parfaitement stable. Et cette tendance est la même dans de nombreux pays du monde et en Europe. Et ceci est en grande partie expliqué par l'apparition de l'échographie, puis des techniques de cytoponction et la généralisation des techniques de cytoponction éco-guidée. Et ceci a comme corollaire, vous le voyez sur ce deuxième graphe, eh bien une augmentation de l'incidence des cancers à faible risque, ces petites tumeurs localisées à la thyroïde, alors que l'incidence des cancers à haut risque, lui, reste stable. Et donc ceci a pour conséquence cette désescalade diagnostique. Le docteur Cochampriolet en a déjà parlé avec donc certains cancers qui ont été déclassés de cette catégorie cancer. Et puis la désescalade thérapeutique, la désescalade sur le plan chirurgical, incluant notamment la possibilité de surveillance active de certaines formes de petits cancers de la thyroïde et la désescalade dans le suivi de ces cancers thyroïdiens. Donc j'aborderai successivement ces différents points. Donc, pour les nodules, classés selon la classification internationale de Bethesda qu'on vient de voir, 6 malins, donc cancer, donc il y a cette désescalade chirurgicale, sous réserve que le nodule soit cliniquement ou échographiquement N0, et j'en profite donc pour insister sur l'importance de cette cartographie ganglionnaire préopératoire, de cette échographie cervicale à faire systématiquement pour tout nodule Bethesdatis avant une intervention chirurgicale dans un milieu spécialisé. Et donc, si cette échographie ne met pas en évidence de ganglions, eh ben, il faut regarder la taille du nodule Bethesdatis. Est-ce qu'il fait plus de 2 cm? Et à ce moment-là, on reste classique, on n'est pas dans la désescalade, on va à la thyroïdectomie totale. Vous n'oublierez pas un dosage de calcitonine et de calcémie avant d'adresser le patient au chirurgien. Et si ce nodule fait même plus de 4 cm ou si le chirurgien constate en opératoire un envahissement macroscopique des tissus périthyroïdiens, il réalisera alors dans le même temps un curage central homolatéral prophylactique ganglionnaire. Mais en revanche, si votre nodule thyroïdien fait 2 cm ou moins, et là, à ce moment-là, on va à la désescalade vers la loboïsmectomie. Et c'est seulement si, à l'histologie définitive, il y a un sous-type péjoratif où il y a tout compte fait des adénopathies envahies, emportées avec la pièce de loboïsmectomie, qu'il y aura alors une thyroïdectomie en 2 temps. Et si le nodule fait 10 mm ou moins, il y a même cette possibilité de surveillance active ou en alternative de thermoablation en centre spécialisé après validation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, je m'attarde un petit peu sur cette surveillance active qui concerne donc les micro-cancers thyroïdiens différenciés à faible risque. On connaît maintenant très bien le pronostic excellent de ces tumeurs avec des récidives qui vont concerner 1 à 5 % des patients d'une manière générale. Et si on se concentre sur les micro-cancers cliniquement N0
ou de découverte histologique fortuite, eh bien, les récidives vont même concerner moins de 1% des patients. D'où l'émergence de ce concept de surveillance active qui a débuté au Japon dès 1993. Et donc, je vous présente ici la plus grosse série japonaise de patients qui avaient un microcancer thyroïdien papillaire de 10 mm ou moins en surveillance active. 1235 patients suivis en moyenne pendant 5 ans. Aucun patient n'est décédé du cancer de la thyroïde. Et donc, ces patients avaient régulièrement des échographies cervicales pour dépister soit une augmentation de taille du nodule avec un seuil de 3 mm ou plus retenu. Et vous pouvez voir que finalement, ça concerne une minorité des patients, 5% à 5 ans et 8% à 10 ans. Et cette échographie, elle surveille aussi l'apparition d'adénopathie cervicale métastatique. Et là encore, cela concerne une minorité des patients, moins de 2% à 5 ans et moins de 4% à 10 ans. Et en fait, dans le suivi, il y a un certain nombre de patients qui, après une période de surveillance, finissent par être opérés, 191 patients, et un seul de ces 191 patients avait récidivé, donc un taux de récidive tout à fait comparable avec les cohortes historiques de patients opérés d'emblée. Donc le message des auteurs de ce papier, c'est qu'il n'y a pas de perte de chance pour le patient à être opéré de façon retardée par rapport au diagnostic initial après une période de surveillance. Et les auteurs ont regardé une autre chose, c'est les facteurs de risque de progression en taille ou d'apparition d'adénopathie. Et le seul facteur qui ressortait comme significatif dans cette série, c'était l'âge inférieur à 40 ans. Et puis par la suite, ces données ont été confirmées dans d'autres publications, si bien que les recommandations américaines de l'ATA, dès 2016, avaient positionné la possibilité pour les microcancers papillaires à très faible risque de proposer cette surveillance active. Toutefois, les critères qui autorisaient à préciser cette surveillance active ou les modalités de cette surveillance active n'étaient pas bien précisés dans ces recommandations. Et donc, il y a eu par la suite des recommandations américaines et japonaises et puis des recommandations françaises de 2022 qui se sont prononcées en fait sur des situations où la surveillance active serait idéale à proposer, à discuter ou inappropriée, en tenant compte de critères liés aux patients, liées à la tumeur, aux conditions échographiques et liées à l'équipe. Donc la situation où la surveillance active est idéale à proposer, c'est un patient de plus de 60 ans, et ça parce que la série de la littérature que je viens de vous montrer avait noté qu'il n'y avait jamais de progression pour des patients âgés de plus de 60 ans ou presque jamais. Les conditions liées à la tumeur, c'est un nodule comme illustré ici qui est à plus de 2 mm de la capsule thyroïdienne, il n'y a qu'un seul nodule à surveiller, il est à contour net, il n'y a évidemment pas d'adénopathie cervicale à l'échographie, et puis vous êtes au sein d'une équipe expérimentée avec notamment une bonne expertise échographique. À l'opposé, la situation où vraiment il est inapproprié de proposer une surveillance active, c'est chez l'enfant ou l'adulte jeune, puisqu'il n'y a pas suffisamment de données. C'est la suspicion d'extension extrathyroïdienne qui est illustrée ici pour les gens qui ont l'habitude de voir des images échographiques. Là, on a vraiment l'impression d'une rupture de la capsule thyroïdienne, entre guillemets, d'une extension dans les tissus adipeux périthyroïdiens. C'est un nodule proche du nerf récurrent ou de la trachée. Évidemment, quand il y a des adénopathies cervicales d'emblée métastatiques, les exceptionnels microcancers avec métastase à distance ou avec sous-type histologique agressif, ou alors que vous êtes dans une équipe peu expérimentée avec notamment une faible expertise échographique. À ce moment-là, la surveillance active est inappropriée. Et puis, il y a des situations où cette surveillance est à discuter, qui dans la pratique clinique sont quand même finalement les plus fréquentes. Donc, c'est des patients qui sont d'âge intermédiaire. Il y a éventuellement plus d'un nodule suspect à surveiller. Le nodule, comme illustré ici, est proche de la capsule, sans toutefois qu'il y ait de suspicion d'extension en dehors de la thyroïde. Les contours sont flous, il y a des difficultés échographiques qui font craindre que la reproductibilité des mesures échographiques sera difficile. Mais si malgré tout, vous êtes au sein d'une équipe expérimentée avec notamment une bonne expertise échographique, la surveillance active peut se discuter. Donc, en pratique, la surveillance active, elle fait que la cytologie, on l'évoquait tout à l'heure, de ces petits nodules EuThyRAD5 suspects n'est pas obligatoire. On va réserver cette cytologie plutôt à une décision de prise en charge, une intervention chirurgicale ou une thermoablation. Mais pour une simple surveillance échographique, à ce moment-là, la cytologie ne sera pas obligatoire. Donc, ceci a comme corollaire que la surveillance active, elle concerne les nodules échographiquement suspects EuThyRAD5 de 10 mm ou moins, ou si malgré tout la ponction a déjà été faite, ces nodules malins, Bethesda-6, ou suspects de malignité, Bethesda-5, de moins 10 mm. Et la conférence de consensus française de la SFE de 2022 propose même d'étendre pour les Bethesda-5 cette surveillance active aux nodules allant jusqu'à 15 mm.
Et donc, elle consiste en une surveillance échographique, tous les 6 mois pendant 1 an, puis annuelle jusqu'à 5 ans, puis tous les 2 ans en cas de stabilité, à la recherche d'adénopathie cervicale et d'une augmentation en taille du nodule avec comme seuil retenu dans la littérature cette augmentation de 3 mm ou plus et ou du volume de plus de 50%. Il n'y a pas de place pour la thyroglobuline dans cette surveillance active et la conversion chirurgicale sera indiquée quand il y a une augmentation de taille ou de volume du nodule sur 2 échographies successives ou évidemment l'apparition d'adénopathie cervicale métastatique ou de signes d'extension extra-thyroïdienne ou si le patient le souhaite évidemment. Alors maintenant, je passe à un autre sujet. Donc, si on a opéré un nodule un peu plus gros, donc il y a cette désescalade diagnostique qu'on a évoquée tout à l'heure, donc je serai peut-être assez brève. Cette désescalade, elle avait fait la une des grands journaux à l'époque. Elle concerne donc ces NIFT-P, qui correspondent à l'acronyme anglais Non-Invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features. Donc, qu'on peut traduire en français, mais qu'en pratique, on ne fait jamais, par tumeur thyroïdienne folliculaire non invasive avec noyau de type papillaire. Et donc, comme l'a très bien expliqué le docteur Cochamp-Triolet, ce sont ces lésions qu'on considérait autrefois être des cancers papillaires de forme vésiculaire encapsulée et que maintenant on a déclassé de la catégorie des cancers qu'on considère comme des tumeurs à très faible potentiel de malignité, à condition qu'ils répondent à des critères histologiques très précis. Donc, il s'agit de lésions qui ont tout de même des noyaux qui ressemblent un peu aux noyaux de cancer papillaire, ce qui explique qu'autrefois on les appelait cancers papillaires, mais à condition que la tumeur soit encapsulée ou au minimum parfaitement limitée, qu'elle soit constituée exclusivement de vésicules ou de très très peu de papilles et qu'il n'y ait pas d'invasion vasculaire ou d'invasion de la capsule, eh bien il ne s'agit plus d'un cancer, il s'agit d'un NIFT-P. Et sur le plan moléculaire, il est intéressant de constater que le NIFT-P partage des anomalies moléculaires communes aux adénomes et aux cancers vésiculaires, avant tout les mutations RAS et aussi des fusions PAX8 PIPAR gamma, et qu'on ne trouve jamais au sein des NIFT-P la mutation BRAV600E qui est vraiment pathognomonique du cancer papillaire. Donc ici, je vous montre juste la série Princeps du professeur Nikiforov qui avait contribué à cette nouvelle classification. Donc, ils avaient comparé 109 NIFT-P qui, après un suivi médian de 13 ans, alors qu'aucun patient n'avait eu d'iode 131, qu'une forte proportion des patients avaient été traités par une simple lobectomie, aucun patient n'avait fait d'événement à la fin du suivi et tous étaient en rémission. Et ils avaient comparé ça à 101 tumeurs qui étaient presque des NIFT-P, mais sauf que cette fois-ci, il y avait une invasion vasculaire et ou capsulaire. Et alors que le suivi médian était plus court, de 3 ans et demi, qu'une forte proportion des patients avaient été traités par irathérapie, une faible proportion par lobectomie, 12 patients avaient fait des événements, dont 5 métastases à distance, et 2 étaient même décédés de leur cancer. Et au final, il y a eu un petit peu plus tard une méta-analyse qui a repris 1009 NIFT-P correctement documentés sur le plan histologique avec des suivis médians de 1 à 6 ans. Aucun patient n'était décédé de cette tumeur, aucun n'avait récidivé et seuls 11 de ces patients présentaient des métastases cervicales au diagnostic. Dans tous les cas, l'envahissement ganglionnaire cervical était extrêmement limité, uniquement au compartiment central, N1A, souvent une seule adénopathie envahie et de moins de 2 mm. Donc, la conséquence, c'est que la prise en charge de ces tumeurs, eh bien, la lobectomie est suffisante, il n'y a pas de place pour l'iode 131, pas de place pour l'hormonothérapie freinatrice et le dosage de la thyroglobuline n'est pas recommandé. Alors, je passe maintenant à la désescalade des indications d'iode radioactif. Donc, désormais, ces indications d'iode radioactif, elles reposent sur l'évaluation initiale du risque de récidive, avec, vous le voyez sur la flèche, la possibilité pour ces cancers à très faible et faible risque de récidive, eh bien, de ne pas les traiter par iode radioactif ou de les traiter par des faibles activités de l'ordre de 30 millicuries d'iode 131 qui vont avoir une action ablative après préparation par TSH recombinante, alors que pour les cancers à risque plus élevé, eh bien, on reste avec des activités plus classiques, éventuellement après sevrage en hormones thyroïdiennes. Donc, ces indications d'iode, elles reposent sur l'évaluation du risque de récidive initiale. Et au passage, j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi eu une désescalade pour cette évaluation du risque initial, puisque la classification PTNM depuis la révision en 2017, et ça n'a pas changé en 2022, eh bien, l'extension extra-thyroïdienne minime n'est plus prise en compte dans cette nouvelle classification PTNM, contrairement à la précédente version de 2011.
Alors, comment est-ce qu'on évalue le risque de récidive initiale? Alors, c'est un petit peu arbitraire toujours de définir un risque très faible ou faible, intermédiaire et haut risque. En réalité, il y a plus un continuum du risque de récidive. Mais ce qu'avait proposé l'ATA, si on veut un peu schématiser, c'est que ces patients à risque très faible ou faible qui correspondent à la majorité de nos patients, et ben finalement, ce sont des patients qui ont des tumeurs de petite taille, de moins de 4 cm, plutôt intrathyroïdiennes, sans envahissement ganglionnaire ou avec un envahissement ganglionnaire minime, moins de 5 ganglions envahis, moins de 2 mm, évidemment sans métastase à distance, une chirurgie complète R0 et pas de sous-type histologique agressif ou d'envol vasculaire. Et ces patients-là ont donc un faible risque de récidive ou de persistance. Donc voilà, je ne détaille pas le risque intermédiaire et haut risque qui sort de notre sujet aujourd'hui. Et donc, la désescalade des indications d'iode radioactif pour ces cancers à faible risque, eh bien, elle vient en fait de ces essais de phase 3 qui ont été publiés au fil des années. Et donc, on a changé de paradigme. On ne fait plus de thyroïdectomie suivie par 100 millicuries d'iode 131 en sevrage. On est passé ensuite, à partir de 2012, suite aux publications dans le New England de l'essai anglais ILO et estimable 1 français, pour les cancers à faible risque, à la thyroïdectomie, suivie par 30 millicuries d'iode 131 après préparation par TSH recombinante. Puis, suite à l'essai français estimable 2 et iodine or not anglais, à la thyroïdectomie sans iode radioactif. Et donc, les résultats de ces essais ont d'ailleurs contribué à la désescalade chirurgicale, à l'augmentation des lobectomies sans iode radioactif. Et on aura peut-être la preuve prospective en 2028, suite à cet essai hémithyroïdectomie ou thyroïdectomie totale, de l'équivalence de la lobectomie sans iode radioactif par rapport à la thyroïdectomie sans iode radioactif pour les cancers à faible risque. Donc au final, voilà, si on positionne les pratiques à l'heure actuelle d'indication de d'iode radioactif, eh bien pour ces cancers à très faible risque, PT1A, PT1B, N0NX, il n'y a pas d'indication à un traitement complémentaire par iode 131. Et pour les tumeurs PT2N0NX et PT1N1 avec un envahissement ganglionnaire limité, on recommande des activités faibles de 30 millicuries à visée ablative après préparation par TSH recombinante. Donc, je passe maintenant à la désescalade dans le suivi des cancers thyroïdiens différenciés à faible risque. Donc, les principaux messages de mes dernières diapositives, c'est que désormais, il y a moins, peut-être même plus de dosage de thyroglobuline sous TSH recombinante depuis l'apparition des dosages ultra sensibles de la thyroglobuline. C'est qu'on fait moins d'échographie cervicale dans le suivi des patients en rémission. On prescrit moins d'hormonothérapie freinatrice et les recommandations de l'American Thyroid Association pour les patients à faible risque, mais aussi les patients à risque intermédiaire en rémission après prise en charge initiale, eh bien, sont de viser une TSH entre 0,5 et 2 millilitres internationales par litre. Et il y a probablement plus de place pour un suivi au long cours comme historiquement recommandé. Donc, le premier message, c'est la place désormais prépondérante de la thyroglobuline ultrasensible qui fait qu'on s'est posé la question de ne plus faire de dosage de thyroglobuline sous TSH recombinante. Donc, je vous rappelle que ces dosages ultrasensibles de la thyroglobuline, ce sont des dosages qui ont un seuil fonctionnel inférieur à 0,1 nanogramme par ml. Ce sont des dosages où la valeur de thyroglobuline ultrasensible basale qui est représentée ici en abscisse, eh bien, vous le voyez, elle est parfaitement corrélée à la valeur de thyroglobuline ultrasensible après TSH recombinante, représentée ici en ordonnée. Et donc, les données de la littérature avaient montré que si la thyroglobuline ultrasensible basale est indétectable, eh bien, moins de 2,5% des patients vont avoir une thyroglobuline stimulée supérieure à 2 et près de 60% vont même garder des thyroglobulines indétectables après stimulation. Et donc, ces données, elles illustrent eh bien, la place désormais extrêmement limitée des dosages de thyroglobuline en stimulation. Alors, dans le suivi, je vous disais, on fait moins d'échographie cervicale, en particulier pour les patients qui ont un bilan 6 à 12 mois après irathérapie normal, puisqu'il y a ce concept de restratification du risque de récidive. Pour tous ces patients qui ont un bilan normal, leur risque de récidive ultérieure va diminuer, et ce qui va avoir pour conséquence de simplifier leur suivi ultérieur, qui va donc reposer essentiellement sur un examen clinique et donc un dosage de thyroglobuline ultrasensible annuel basal, idéalement avec la même trousse de dosage. Et donc, pour les patients à faible risque, le message, c'est qu'il n'y a pas de place pour une échographie cervicale annuelle pour des patients qui vont avoir un très faible risque de récidive.
certains préconisent une dernière échographie à 5-7 ans de la prise en charge initiale pour clore la période qui est rapportée comme la plus à risque de récidive. Pour les patients à risque intermédiaire, le principe est le même. Il va falloir savoir faire moins d'échographies cervicales. Peut-être qu'on peut être un peu plus classique pour ces patients et maintenir une échographie 3 à 5 ans après la précédente, celle faite dans l'année après l'irathérapie. Et pour les rares patients à haut risque en rémission après la prise en charge initiale, là, on peut peut-être se permettre de rester un peu plus classique avec quelques échographies systématiques dans le suivi. Et j'aborde maintenant la question de la durée du suivi. Donc, on sait tous que le dogme historique, c'est un suivi à vie au long cours, basé sur des publications des années 1990 qui avaient montré qu'il pouvait y avoir des récidives jusqu'à 30-40 ans après le diagnostic initial. Mais des séries plus récentes de la littérature montrent que ce dogme est probablement à remettre en question, notamment cette série qui pourtant date un petit peu, de 2013, où les auteurs avaient repris des patients guéris 1 an après chirurgie et iode radioactif, avec un suivi médian prolongé de 10 ans. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que parmi les 609 patients à faible risque de cette série, 5 avaient présenté une récidive. Sur les 325 patients à risque intermédiaire, 8 avaient présenté une récidive. Et ce que montre très bien cette figure, c'est que dans près de 80% des cas, les récidives étaient diagnostiquées dans les 5 ans et dans 100% des cas dans les 10 ans. Et par la suite, il y a eu d'autres publications qui vont dans le même sens et donc qui montrent la nécessité probablement de remettre un peu en cause le dogme de ce suivi à vie pour des patients guéris après en rémission, en tous les cas, après leur prise en charge initiale. Voilà, donc en conclusion, les principaux messages, c'est que pour ces NIFT-P, ces tumeurs thyroïdiennes folliculaires non invasives avec des noyaux de type papillaire, on ne les considère plus comme des cancers et donc la lobectomie seule est suffisante. La place de la surveillance active pour des cas sélectionnés de microcancers papillaires au sein d'équipes expérimentées. Le concept de restratification du risque de récidive basé sur le bilan fait 6-12 mois après la prise en charge initiale qui, s'il est normal, permet de simplifier le suivi ultérieur avec la place centrale de l'endocrinologue. Et en effet, l'endocrinologue est au centre du suivi qui repose désormais essentiellement sur une thyroglobuline ultra sensible, beaucoup plus qu'une thyroglobuline après stimulation par la TSH recombinante. Et donc, une échographie cervicale spécialisée, mais qu'il faudra savoir ne pas trop répéter au cours du suivi, et tout ça pour réduire les coûts, les effets indésirables, et on l'espère augmenter la qualité de vie de nos patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Camille pour cet exposé très clair qui est bien en miroir de l'exposé précédent et qui illustre bien pourquoi les petits nodules, même avec un TIRADS élevé, finalement, il ne faut pas forcément se précipiter pour les cytoponctionner ou les opérer. Donc, on a des questions dans le chat. Quel objectif de TSH les premiers mois en post-opératoire pour les micropapillaires découverts fortuitement sur une thyroïdectomie pour une autre indication? Alors, ce que dit l'ATA, c'est entre 0,1 et 0,5, donc une frénation modérée. Et après, si le premier bilan est en faveur de la rémission, une TSH entre 0,5 et 2. Après, j'ajouterais peut-être que quand même pour les microcarcinomes papillaires de découverte fortuite, il faut quand même toujours un peu regarder la taille du microcancer papillaire. Enfin, si c'est un microcancer papillaire de 2 mm après une thyroïdectomie totale, le patient, il est guéri. Donc, je crois que l'objectif de TSH, bon, c'est presque pas le sujet, quoi. Pousset, vous voulez modérer les questions suivantes? On peut poser une autre question. Donc, en pratique clinique, quand faites-vous un test au thyrogène? Alors, en tous les cas, à ma connaissance, il n'y a pas de recommandations sur les différents consensus. Voilà. Donc, en effet, c'est plus de la pratique clinique. Alors certains, si dans la littérature, certains ont proposé quand même de maintenir le thyrogène quand la thyroglobuline ultrasensible est faiblement détectable, parce qu'il y a des données qui ont montré que quand la thyroglobuline, alors je pense à une série de l'Institut Gustave Roussy notamment, quand la thyroglobuline dépasse 1,4 microgrammes par litre après les injections de thyrogène, il y avait 30% de récidive dans la série versus 3-4% quand la thyroglobuline restait en dessous de ce seuil. Donc, éventuellement, quand il y a une thyroglobuline faiblement détectable, l'intérêt de faire une thyroglobuline stimulée
peut être de se donner un petit peu une idée de la probabilité de récidive et peut-être un petit peu du coup d'orienter, de moduler son suivi en fonction de la valeur obtenue. Et peut-être que la deuxième indication que je vois dans notre pratique clinique à nous, c'est éventuellement quand on veut discuter un deuxième traitement par iode 131 pour quelqu'un voilà, qui a une thyroglobuline un peu persistante et qui n'a pas de cible échographique à opérer. Voilà, éventuellement, si l'indication est un peu limite, que la thyroglobuline a des valeurs un peu limites pour justifier le deuxième traitement, à ce moment-là, faire un dosage de thyroglobuline stimulé pour voilà, voir jusqu'où la thyroglobuline monte et voilà, confirmer l'indication éventuelle à un deuxième traitement. D'accord. Dernière question, quelle valeur maximale de thyroglobuline sous traitement suppressif est tolérée? Quelle valeur maximale de thyroglobuline Thyroglobuline. Enfin, les recommandations, c'est-à-dire qu'on définit la réponse excellente au traitement par une thyroglobuline indétectable, donc inférieure ou égale à 0,1 nanogramme par ml. Et au-delà, ça s'appelle voilà, une persistance biochimique, en tous les cas. Toute valeur détectable est pathologique. Voilà. Après, elle n'est pas forcément associée à un événement dans le suivi, mais en tous les cas, sort du cadre de la réponse excellente au traitement initial. Très bien, merci, professeur Canet-Buffet. Donc, on va passer maintenant au deuxième cas clinique, qui va être présenté par une jeune endocrinologue qui nous vient de l'Institut de nutrition de Tunis, Dr Marwa Chibou, qui va nous parler de l'association syndrome des ovaires polykystiques et le cancer thyroïdien papillaire. Elle se demande s'il existe une association, une relation entre ces deux entités. À vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion pour présenter ce cas clinique intitulé Syndrome des ovaires polykystiques et carcinome papillaire. Il existe une association. Pour commencer, en fait, le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie fréquente chez la femme en âge de procréation. Les causes sous-jacentes de la SOPK et des pathologies thyroïdiennes sont totalement différentes, mais leur prévalence élevée chez les femmes jeunes, leur aspect clinique et leurs complications communes ont laissé suggérer qu'il y aurait un lien possible entre ces deux pathologies. Notre cas clinique, en fait, il s'agit d'une patiente âgée de 34 ans, sans antécédents pathologiques notables. Elle a comme antécédents familiaux une hypothyroïdie chez la tante. On n'a pas de néoplasie dans la famille, pas d'antécédents personnels particuliers. G5 P3 avec 2 fausses couches spontanées. Elle avait une spanioménorrhée. À l'examen, on a une obésité grade 2 avec IMC à 37 kg par mètre carré. La tension artérielle était à 14,9. Elle était en euthyroïdie clinique et au cortisolisme clinique. La thyroïde était palpable et ferme et elle avait un hirsutisme modéré depuis la puberté. À la biologie, le bilan thyroïdien était correct, une légère augmentation de la testostéronémie à 56 nanogrammes par décilitre. La prolactine était à 560 milliunités avec des CETOHP normales à 0,7 picogrammes par litre. À l'échographie, on a un aspect échographique des ovaires polykystiques. Donc, on a retenu le diagnostic de SOPK avec présence de 3 critères de Rotterdam. Au bilan de retentissement, on a déjà l'obésité grade 2. L'HTA a été confirmée avec une intolérance au glucose à la GPO. Une insulinémie de base était élevée à 25 micro-unités par millilitre. L'indice de HOMA était élevé à 6 et le bilan lipidique était correct, hormis une hypo-HDLémie. Au cours de son suivi, une hypothyroïdie a été diagnostiquée 3 ans après avec TSH à 10 et ATPO positif. L'examen de la thyroïde a montré une thyroïde ferme hétérogène. À l'échographie, on a objectivé 4 nodules, dont 2 étaient classés Euthérades 5 de 7 et 11 mm et un nodule médiolobaire gauche Euthérades 4 de 1 cm. La patiente a été opérée d'emblée avec thyroïdectomie totale et cuirage médiastino-récurrentiel bilatéral. À l'anapathe, on a un microcarcinome papillaire dans sa variante vésiculaire de 7 mm et une néoplasie thyroïdienne vésiculaire non invasive de 9 mm. Donc, il s'agit d'un carcinome papillaire bifocal gauche. Le cuirage était négatif et on a complété en post-opératoire par iode radioactif. Donc, revenons à la littérature. En fait, la SOPK était surtout connue avoir des complications métaboliques, cardiovasculaires et surtout reproductives. Mais les données récentes de la littérature et les études, ils suggèrent une association aussi avec les pathologies thyroïdiennes, à savoir le nodule thyroïdien, le goitre, les thyroïdites auto-immunes, l'hypothyroïdie fruste et plusieurs publications là-dessus ont mis cette question de l'association des pathologies thyroïdiennes de la SOPK et ont essayé d'expliquer ça par plusieurs mécanismes physiopathologiques. Une étude récente faite à notre service qui est en cours de publication, SOPK et dysthyroïdie, existe-t-il un lien?
elle avait inclus 103 patientes suivies, dont 51 ayant un SOPK versus 52 témoins. L'échographie a été faite pour 31 patients du groupe SOPK et 30 témoins. 9 patientes avaient des nodules thyroïdiens dans le groupe SOPK, dont 2 étaient de carcinome papillaire, d'où la problématique entre, donc, existe-t-il un lien entre SOPK et carcinome papillaire? L'association nodule thyroïdien et SOPK, en fait, il était rapporté donc, par plusieurs études, cette association nodule thyroïdien et SOPK, et en ce qui concerne les mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer cette association, c'était la TSH qui est principalement incriminée, donc vu son rôle important dans la prolifération et la différenciation des cellules thyroïdiennes, mais plusieurs études ont montré que le taux de TSH ne diffère pas en comparant des patientes ayant un SOPK avec ou sans nodule, donc la TSH à elle seule, elle ne peut pas expliquer cette physiopathogénèse. Les facteurs de risque identifiants étaient essentiellement l'insulinorésistance et le taux élevé de LH. En fait, l'insulinorésistance et nodules thyroïdiens a été rapporté par plusieurs auteurs. Ils ont même donc remarqué et objectivé une diminution de la taille de nodules thyroïdiens sous insulinosensibilisateur, à savoir la metformine, pour le taux élevé de LH ou le rapport LH-FSH élevé qui est un trait caractéristique de la SOPK. En fait, ils ont prouvé que l'ALH a un rôle dans la prolifération des cellules thyroïdiennes en augmentant le nombre de récepteurs à TSH et donc un risque accru de nodules thyroïdiens et de goitres thyroïdiens. Pour le lien SOPK et carcinome thyroïdien, il est aussi expliqué par cette insulinorésistance. Lorsqu'on dit insulinorésistance, on dit un hyperinsulinisme et en fait, l'insuline à des doses supraphysiologiques, il peut affecter le métabolisme énergétique des cellules. Il peut avoir aussi activé d'autres voies de transduction de signal. En fait, chez les patients, le sujet normo-insulinimique, donc la voie de transmission était surtout l'activation de voie pyrokinase. Au contraire, chez les sujets en hyperinsulinisme, cette voie était atténuée au profit d'une activation de la voie de l'impékinase avec pour conséquence un effet mitogène accru. Il est raisonnable donc de supposer que la résistance à l'insuline ou l'hyperinsulinisme, il pourrait être un facteur de risque de cancer de la thyroïde. Chez notre patiente, je vous rappelle qu'on a une insulinémie de base élevée avec un indice de HOMA élevé. Le lien entre l'insuline et la prolifération des cellules thyroïdiennes et l'effet cancérogène, il peut être aussi expliqué par le fait de facteurs de croissance, les GF1. 6 juin, donc on a une publication une étude faite en 2020. Ils ont comparé une population saine aux patients traités ou suivis pour goitre nodulaire et cancer papillaire. Ils ont objectivé que l'expression de l'IGF1, des récepteurs à l'IGF1 et des récepteurs à l'insuline a été significativement plus élevé en présence d'un carcinome papillaire. En fait, l'insuline partage une homologie structurale avec les GF1 et peut donc se lier au récepteur de l'IGF1, participant ainsi à la prolifération des cellules thyroïdiennes. Ceci, c'est une méta-analyse publiée en 2021. Elle avait inclus 14 études qui ont cherché un lien entre l'insulinorésistance et le carcinome thyroïdien. Donc, elle avait inclus presque 2400 patients ayant un carcinome papillaire et 1400 témoins sains ou ayant des pathologies thyroïdiennes bénignes. En fait, pour les résultats de cette méta-analyse, ils ont objectivé que le taux d'insulinémie était plus élevé dans le groupe de carcinome papillaire. L'indice de HOMA élevé était lié significativement à un risque plus élevé de carcinome papillaire. Ils ont conclu finalement que l'insulinorésistance, elle peut augmenter les risques de carcinome thyroïdien de plus de 216%. Pour conclure, en fait, à part le rayonnement ionisant et les antécédents familiaux de cancer de la thyroïde, qui sont des facteurs de risque reconnus de carcinome de la thyroïde, il existe plusieurs autres facteurs potentiels. L'étude de ces facteurs carcinogènes mérite une exploration plus approfondie. À partir de notre observation, nous explorons l'impact possible de la SOPK en tant que facteur de risque de carcinome papillaire. Merci. Voilà, merci beaucoup, Dr Chibou, pour cette présentation qui, je pense, devrait provoquer pas mal de questions et de réflexions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat. Donc, ma première question pour vous, il est très bien établi que l'obésité est un facteur de risque pour le développement de cancer de la thyroïde et pour plein d'autres cancers. Donc, est-ce que
Donc, l'obésité pourrait être liée à l'insulinérésistance. On ne comprend pas tout à fait le mécanisme. Est-ce que c'est plutôt l'obésité plutôt que le PCOS, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est le déclencheur ou la cause potentielle d'un risque accru pour développer un cancer de la thyroïde ou un nodule de la thyroïde? Oui, oui, merci. En fait, l'obésité, elle était rapportée dans la physiopathogenèse de plusieurs cancers, à savoir le cancer thyroïdien ou autre, pour l'effet inflammatoire et aussi, mais pour le syndrome des ovaires polykystiques, quelle que soit en présence chez les patientes obèses ou non obèses, ce risque accru donc, de cancer thyroïdien a été rapporté. En fait, pour notre cas clinique, la patiente a été obèse avec obésité grade 2. Ça entre aussi dans le cadre de l'SOPK, mais c'est peut-être un facteur possible de cancérogénèse, mais pour le deuxième cas rapporté dans cette étude, qui avait aussi un carcinome papillaire, la patiente a été juste en surpoids avec un BMI à 26 et donc, comme je vous avais dit, donc, dans les publications et la littérature, donc l'étude d'association nodule thyroïdien ou cancer thyroïdien et SOPK a été rapportée, quel que soit le BMI, en présence ou non de l'obésité. Oui, merci beaucoup. Enfin, je pense à ce stade-là, pour le SOPK, il faut être très prudent et je pense qu'il faut des études plus rigoureuses pour vraiment démontrer que c'est un facteur de risque. Les deux entités sont assez fréquentes, le cancer papillaire, les nodules très fréquents et le SOPK l'est aussi. Donc peut-être il s'agit d'une simple association. Il y a plusieurs maintenant qui apparaissent. Donc, les perturbateurs endocriniens comme le PCB pourraient être des facteurs de risque. Comment, aux deux conditions? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, les perturbateurs endocriniens dans le cadre de la jeunesse Donc, de ce il y risque a cancérogène. Walid Kairala qui suggère que les perturbateurs endocriniens, comme par exemple le PCB, pourraient être Oui, des facteurs oui, de ça peut risque. être. Comment, aux deux conditions? Quelle est votre opinion là-dessus? Donc, ça peut être aussi une explication, une troisième explication pour l'association de syndrome des ovaires polykystiques et de cancer thyroïdien, finalement, à part l'insulinorésistance et l'effet de cet hyperinsulinisme. En fait, c'est une observation qui mérite plus d'investigation pour infirmer ou confirmer est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques est un vrai facteur de risque pour le cancer thyroïdien ou pas. Oui. Et une prochaine question de Soumeya Bouafia. Bonsoir. Dans ce cas, faudra-t-il explorer systématiquement la thyroïde en cas de SOPK? Cela revient quoi au juste? Oui, en fait, même dans les publications qui ont objectivé une association entre nodule thyroïdien et SOPK, il y a plusieurs auteurs ont suggéré des recommandations de recommander une imagerie peut-être thyroïdienne d'emblée, donc pour le dépistage de ces pathologies thyroïdiennes. Donc, ça mérite, comme j'ai dit déjà, des investigations plus approfondies pour avoir des recommandations sur de données claires et justes finalement. Je pense que c'est certainement quelque chose qui doit être discuté. Enfin, moi, j'ai travaillé à côté d'une des plus grandes expertes du PCOS, de la professeure Andrea Dunaïf, et ça ne faisait pas partie de sa pratique. Et je veux bien relancer cette discussion, mais je pense qu'il y aurait probablement des gens qui mettraient ça en question. Enfin, ça revient aussi à la question, est-ce qu'il faut vraiment faire un screening par ultrason de toute personne obèse, toute personne en surpoids? Ça devient compliqué. Oui, il y a plusieurs facteurs de risque c'est une pathologie multifactorielle et chez la même patiente, on peut donc trouver l'obésité et plusieurs facteurs de risque de cancer de thyroïde. Pour notre patiente, c'était pas indiqué de faire l'échographie cervicale finalement, mais c'était fait dans le cadre de ce travail de l'étude, donc association dysthyroïdie, c'était découvert de façon fortuite pour les deux patientes.
donc le nodule thyroïdien suspect et le carcinome papillaire. Voilà. Dernière question. Les SOPK sont sans doute plutôt une association et c'est l'obésité le facteur causal commun prouvé connu, en particulier SOPK sans obésité et risque relatif de cancer. Est-ce que vous avez des données sur le SOPK sans obésité? Est-ce que là, vous suggérez aussi que... Donc, même en absence de l'obésité, en fait, l'insulinorésistance, elle entre dans la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques. Et déjà, le lien SOPK et cancer thyroïdien a été principalement expliqué par cette insulinorésistance. Donc, même en absence de l'obésité, SOPK avec, sans obésité, l'insulinorésistance, elle est là. Et donc, la physiopathologie que peut expliquer ces cancers thyroïdiens, elle est toujours là. Merci beaucoup. Je vois que Merci vous à êtes vous. très convaincu de cette association. Personnellement, je pense qu'il faut la décrire comme association. Je ne suis pas encore 100% convaincu qu'il y a un lien cause à effet. Ça restera à démontrer. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et certainement sujet pour de la recherche future. Je donne la parole de nouveau au professeur H et Bertera pour conclure notre session. Merci beaucoup. Bertera. Ben, je dis quelques mots, puis le professeur H conclura. Donc, on a vraiment eu des orateurs qui nous ont fait des très beaux exposés, donc on les remercie beaucoup. Je remercie bien sûr les chairs, et puis on a un nombre de participants qui est record, il faut que vous le sachiez. Donc ça souligne l'intérêt de ces webinaires, de cette expérience pilote qu'on sera très certainement amené à reproduire. Et je voudrais faire une mention spéciale pour les jeunes endocrinologues, puisque on a eu là des cas cliniques très bien présentés par des jeunes endocrinologues tunisiens. Le professeur H m'avait expliqué que l'endocrinologie était une spécialité qui était très attractive en Tunisie, ce dont on se réjouit parce que c'est pas comme ça partout. Et toutes les activités où on peut faire participer des jeunes endocrinologues au niveau de nos différentes sociétés, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ce webinaire en a été l'occasion. Donc merci beaucoup pour ça à nos collègues tunisiens. Et professeur H, je vous laisse le mot final. Voilà, donc merci, professeur Bertera. Donc je réitère mes remerciements à tous les participants qui ont vraiment fait réussir ce premier webinaire, donc nos experts, donc nos orateurs. Et je pense que ça va être un début de série de webinaires donc, entre nos sociétés. Et c'est tout pour le bien donc, de l'endocrinologie, donc pour nos collègues et également pour nos jeunes qui ont démontré beaucoup de qualité aujourd'hui. Donc, je les en remercie. Donc, je souhaite qu'on va se revoir donc, dans d'autres occasions. Et pour cela, donc, je vous donne, donc, je vous présente tous mes remerciements. Et donc, on se quitte donc, pour ce premier webinaire. Professeur Bertera, merci. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir à tous. Bye bye.